Très bien. Et vous avez bien compris, notre invité est en studio, docteur Berete. Bonjour, on va parler de la Constitution dans son ensemble. Un ensemble de changements à devoir apporter de votre point de vue. Mais on va également aborder la question de la décentralisation et de la construction d'une véritable démocratie locale dans le cadre des réformes constitutionnelles en vue. Et c'est dans un instant, on l'ouvre maintenant avec vous. Jacques Lewaleno, première question. J'ai droit à la parole. Vas-y. Docteur, non mais quand même, hein. Tu as un problème là. Ça, c'est d'accord. Et Mara, parle. Censuré. Parle. Vous me censurez. Oui. Non mais c'est quand même extraordinaire. Ok, dis. Et au moment où je dois parler, tu me sors Boari. C'est lui qui me dit Attends, hier j'avais mis le sujet Boari, tu l'as biffé en tant que modérateur. Oui. Et aujourd'hui, je veux prendre la parole, tu me sors Boari et tu veux sauter mon tour. D'accord. Bon, il n'y a pas de problème. Guinée, vous voulez descendre dans la rue le 9, vous voulez d'abord en découdre avant de vous rappeler qu'on devait vous parler. D'accord, sortez. Après le 9, on va parler en Guinée. Je peux poser ma question? Que je voulais dire. Merci Mohamed Mara. Docteur, et ça ne change pas le fait que Boari quitte bientôt. Oui, il a quitté le pouvoir. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Nous sommes heureux de vous recevoir. D'abord, pour vous, c'est quoi aujourd'hui l'importance d'avoir un débat avant l'élaboration de la Constitution? Merci à vous tous de m'accueillir ce matin sur votre plateau. Je crois que c'est la première fois que moi je viens ici discuter, échanger un peu avec vous à l'intention justement de vos millions d'auditeurs. C'est un honneur pour moi et en même temps je m'en réjouis. Nous sommes tout aussi honorés. Merci bien. Donc pour en venir à la question, elle est d'un intérêt capital. La Constitution en fait est le texte qui organise l'État et détermine les modalités de son fonctionnement. Tout en déterminant par ailleurs les relations qui vont s'établir entre les pouvoirs publics et les populations que nous sommes. Vous savez que nous avons des droits et des obligations en tant que citoyens à assumer au titre de notre participation à la vie nationale et que de ce point de vue, l'État a également des obligations à notre endroit. Et c'est ce qui est constitué justement par des droits et libertés fondamentaux qui doivent figurer en bonne partie dans tout texte fondateur de la nation. Donc, associer la loi de façon générale, y compris donc la Constitution qui est la norme fondamentale, la loi fondamentale, la loi dans une définition très simpliste est l'expression de la volonté du peuple. Donc c'est l'expression de la volonté commune de l'ensemble des Guinéens. Et je suis dit, naturellement, on ne va pas interroger tous les Guinéens, nous sommes plus de 12 millions. Imaginez que vous donniez la parole à ces 12 millions, naturellement on ne s'en sortira pas. Mais nous sommes organisés en couches, en profession, en trucs, en corporation, etc. Il y a différentes sensibilités au niveau de la communauté nationale. Et donc, il s'agit de prendre les représentants de toutes ces sensibilités, de toutes ces composantes, pour les entendre sur la manière dont ils souhaiteraient que l'État soit organisé et que l'État fonctionne. Et quelle est leur partition, quelle pourrait être vraiment les pouvoirs publics qui pourraient être mis en place à l'effet de gérer l'intérêt national de la chose publique au nom du peuple de Guinée, parce que tout le monde ne veut pas y procéder. Il faut naturellement que nous désignions un certain nombre de personnes qui vont gérer la chose publique au nom de l'ensemble de la population. Donc, la manière dont ces choses-là vont être organisées, il est important d'interroger les représentants de différentes couches de la communauté sur les grandes articulations qui devraient absolument être bien entendu retenues. Et s'assurer justement que cet avis puisse être pris en compte. Parce que c'est l'autre problème que nous avons. Exactement. On va revenir dans un instant, docteur, 1 heure avec vous pour aborder ce sujet-là. C'est dans 10 minutes. Continuez à réagir de votre côté. Aïssa Toussané rouvrira le dernier virage. Très bien, vous l'avez suivi dès le début de la deuxième partie. Sur ce dernier virage, il est encore avec nous, docteur Berete. Avec lui, nous poursuivons le débat sur la constitution de la République de Guinée, la prochaine, celle en construction, celle dont le processus a commencé il y a quelques temps déjà et avec un symposium ourdi par le CNT. Jacques, je crois que vous aviez la parole avant la pause.
Alors, vous avez bien parlé de la nécessité d'avoir aujourd'hui un débat autour de cette constitution. Vous connaissez très bien le fonctionnement de nos pouvoirs et donc de l'administration. Nous avons des textes, celui de 2010, amendé, donc disons changé en 2020. Quels sont aujourd'hui, à votre avis, les changements qu'il va falloir opérer pour changer un peu le fonctionnement de notre État? Oui, mais là-dessus, quand tu dis les changements, c'est comme si on devait retoiletter cette constitution de 2010. Déjà, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut aujourd'hui aller, puisque nécessité de refondation, d'aller vers un nouveau texte carrément constitutionnel, ou est-ce qu'il faut toiletter, comme le demande une certaine partie de la classe politique, le texte de 2010 qui, lui, malheureusement, a été abrogé des violences graves en 2020? Activez son micro, s'il vous plaît. C'est moi, d'accord. Merci bien pour cet intérêt. Je voudrais préciser d'abord que je vais parler dans un français très accessible à vos millions de auditeurs qui ne sont pas, le propre des enseignants. Qui ne sont pas des juristes, donc qui c'est pour nous vraiment le droit d'accéder à ce que nous faisons aujourd'hui comme démonstration afin qu'ils participent mieux à ce débat qui s'annonce déjà et qui va commencer dans les tout prochains jours. Je voudrais d'entrée de jeu préciser que les autorités du CNRD, du CNT ont en tout cas enclenché la bonne démarche, celle de l'inclusivité annoncée. Je souhaite que l'inclusivité soit effective et que donc toutes les parties, toutes les composantes de la communauté prennent part vraiment à ce débat d'orientation constitutionnelle. Bon, entre la constitution de 2010-2020, j'ai pas de choix a priori. Ce que je vais dire, c'est que toutes les constitutions des États modernes sont articulées de la même manière. Que trouve-t-on dans une constitution? Peut-être maintenant on viendra sur le contenu. Que ce soit celle de 2010, 90, 2010, 2020 et celle qui va venir, ils seront articulés exactement sur les mêmes axes. Donc parlons d'abord des axes avant de parler du contenu. C'est le contenu qui va différer. D'accord. Voilà. On va à l'école de la Constitution ce matin. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes dans le cadre d'un État unitaire. Prenons le cadre de l'État unitaire et démontrons un peu de quelle manière la Constitution est-elle articulée. D'abord, au titre 1, vous avez l'État, de l'État. Dans de l'État, on parle de la forme de l'État, de la nature de l'État, du régime politique, etc. Donc, est-ce que nous prenons option pour un État unitaire ou pour un État fédéral? Est-ce que nous prenons option pour un État démocratique ou un État totalitaire? Est-ce que nous prenons option pour un État complètement centralisé où l'ensemble des compétences reste au niveau central, au niveau gouvernemental? Est-ce que nous voudrions introduire une dose de démocratie? Est-ce que nous voulons vraiment une répartition des compétences, etc. etc. Donc, voici la forme de l'État. Toutes ces considérations sont traitées dans le chapitre 1 ou dans le titre 1. D'accord. Donc, d'entrée, quoi. D'entrée. Donc, on définit ce que l'on veut. C'est un État unitaire? Oui. On marque. On veut un État unitaire contrairement à un État fédéral. OK. Un État unitaire a ses conséquences. Je vais revenir. Le choix pour une telle forme d'État a ses conséquences. Maintenant, est-ce que nous voulons une monarchie ou une république? Oui. La Constitution précise. C'est une monarchie, c'est une république. D'accord. Est-ce que c'est une monarchie constitutionnelle ou une monarchie absolue, etc. Voilà. Donc, on prend option pour les grandes formes. OK. Est-ce que nous prenons option? Donc, nous avons pris, par exemple, option et nous prendrons toujours option. Ça, je le recommande vivement. Je ne crois pas qu'on puisse faire autrement. Pour la forme unitaire de l'État, déjà. Ça, c'est un choix vraiment récurrent qui est toujours venu depuis 1958 jusqu'à nos jours. Et je recommande fortement que ce choix soit vraiment maintenu. Maintenant, la République, est-ce que nous voulons aller en royaume? Je préfère que nous restions en République. Donc, on ne peut pas être non plus un État totalitaire. Nous prenons option pour la démocratie. Donc, voilà les grandes notions qui vont faire l'objet du titre 1. D'accord. Le titre 2. Parlons un peu. Bon, je vais présenter d'abord. Oui, on va présenter. Après, on reviendra. Voilà, le choix des régimes. Oui, ça fait partie de ce titre-là, de ce titre 1. Maintenant, le titre 2. Je vous ai dit tantôt que nous participons à une société, la société nationale, c'est-à-dire qui a fondé l'État. Donc, la nation qui a fondé l'État. La société au niveau absolument élevé qu'est la nation, laquelle a fondé l'État.
Donc, nous appartenons à la nation guinéenne. Donc, nous sommes le peuple guinéen. Nous entrons dans cette association naturellement pour avoir un certain nombre de contreparties. Quand vous assistez, quand vous participez à une vie associative, c'est naturellement pour en tirer profit. Et éventuellement, du fait de votre appartenance à cette collectivité, vous avez à assumer des obligations aussi vis-à-vis des autres membres. En effet. Voilà. Donc, c'est pourquoi le titre 2 va être exclusivement réservé aux droits et libertés fondamentaux exprimés à notre profit quant aux droits et à notre charge quant aux obligations. Voilà, aux devoirs. Donc, dans toutes les constitutions du monde, vous trouverez le titre 2 vraiment l'expression ou en tout cas l'énumération de l'étendue des droits et libertés auxquels nous avons et puis les obligations que nous devons assumer au titre de notre participation à la vie nationale. Donc dans le titre 3, nous déclinons maintenant les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics. Donc si nous avons pris option comme Mohamed le disait tantôt pour un régime démocratique, naturellement le régime démocratique est basé sur la séparation des pouvoirs. Alors, classiquement, il y a les 3 pouvoirs que vous connaissez, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le judiciaire. Donc, nous allons définir les 3 pouvoirs dans le cadre de ce titre-là. Et nous allons définir les relations qu'il va y avoir entre les différents pouvoirs publics, notamment entre l'exécutif et le législatif, qui sont en fait les 2 pouvoirs publics qui ont les compétences normatives, c'est-à-dire qui ont la charge d'édicter des normes qui organise et détermine les modalités de fonctionnement de l'État. Le pouvoir judiciaire n'applique que les normes produites par ces 2 principaux pouvoirs publics. Donc, n'a pas de compétence d'attribution. Alors là, il y a un problème de définir d'abord quel type de régime, quel type de pouvoir exécutif nous voulons. Est-ce que un pouvoir exécutif composé d'un président de la République, chef de l'État, et d'un premier ministre chef de gouvernement, ou bien nous voulons vraiment d'un président de la République qui est en même temps chef de l'État et chef de gouvernement, qui est tout, voilà. Donc ça c'est des grandes options que nous pouvons opérer. Je ne suis pas en train de dire encore je prends option pour ça, mais les grandes formes qui peuvent exister, je suis en train de les décliner pour que ensemble nous approfondissions le débat sur ces différentes notions, sur ces différents concepts. Donc est-ce que nous voulons d'un président et d'un vice-président? Est-ce que nous voulons d'un président tout court et puis il est en même temps chef de l'État et un premier ministre? Est-ce que nous voulons d'un premier ministre figurant qui n'a pas d'attribution définie par la Constitution elle-même, comme c'était le cas dans le cadre de la Constitution de 2010? En effet. Avant 2010, la Constitution de 90 n'en prévoyait pas, mais de fait, le président Conté de fait a nommé un premier ministre. Ce n'était pas prévu par la Constitution. À un moment donné, il a enlevé. Il l'a enlevé, voilà, parce que bon, voilà. Donc, mais il faut que nous opérions ces grandes options dans le cadre de la Constitution. Il y a une autre option, peut-être qui n'est pas très courante en Afrique, c'est celle d'avoir un président cantonné pratiquement à des rôles, je dirais, protocolaires, et avoir un premier ministre véritablement. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler justement des relations qui vont s'établir entre le président et le chef du gouvernement. Quel type de chef du gouvernement? Est-ce que nous voulons confiner le chef de l'État dans un rôle purement symbolique et décliner l'essentiel des pouvoirs exécutifs sur le Premier ministre, qui représente donc dans sa vie l'État aussi bien sur le plan interne que dans ses relations internationales. Donc ça, ce sont vraiment des différentes variantes que nous pouvons examiner. Donc voici un peu. Et ça, c'est le titre 3. Ça, c'est le titre 3. Et après, il faut déterminer dans un chapitre, dans un titre, carrément les relations, la nature des relations entre le gouvernement parce que je venais de vous dire que l'essentiel du pouvoir va être exercé, normatif va être exercé par les 2. Donc il faut déterminer les domaines de compétences respectifs de l'exécutif et du législatif. D'accord. Voilà. Quelles sont les matières réservées à la loi et quelles sont les autres matières qui vont être réservées au domaine réglementaire. D'accord. Et dans le domaine réglementaire, vous direz maintenant, est-ce que le président va avoir un partage avec le Premier ministre, ou bien c'est le président qui va assumer l'essentiel de la plénitude du pouvoir réglementaire, etc., ou bien c'est le Premier ministre et le chef de l'État va être placé dans une mission vraiment de simple représentation. Après, il y a la décentralisation, l'organisation du territoire, en fait, qui vient en bonne place. L'organisation du territoire, parce que nous avons pris option pour une forme d'organisation administrative, une forme de l'État unitaire,
Naturellement, si c'est l'État fédéral, donc il va y avoir l'État fédéral au sommet et les États fédérés en dessous, entre lesquels, naturellement, la Constitution va opérer un transfert de compétences du niveau central vers les États fédérés. Donc, va reconnaître aux États fédérés une existence propre avec des prérogatives absolument définies et complètement indépendantes de celles qui relèveraient des compétences de l'État fédéral. Mais nous avons pris option pour un État unitaire. Mais je vous ai dit que on ne peut pas assumer toutes les compétences exclusivement au niveau central. Parce que le niveau central est tellement déconnecté des réalités quotidiennes de l'intérieur du pays que la centralisation à outrance a un avantage apparent, mais qui a en même temps un désavantage. Cet avantage apparent est celui d'avoir une décision homogène pour l'ensemble de la population guinéenne. Mais cette homogénéité gêne en fait. Elle n'est pas pratique, elle n'est pas opérante parce que Lola n'a pas les mêmes préoccupations que Yomo. Sigiri n'a pas les mêmes préoccupations que Kundara, etc. Donc, il y a une adaptation. Il va y avoir absolument dans ce cas de figure une adaptation de la décision générale quand elle doit être appliquée de la même manière sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pourquoi l'État doit, dans une démarche très volontariste, se dire non, il y a certaines compétences qui doivent être exclusivement exercées au niveau central. Par exemple, c'est le pouvoir de battre monnaie. On ne peut pas reconnaître ça à une collectivité, à une localité. Le pouvoir de créer une armée, on ne peut pas reconnaître cela à une collectivité. Le pouvoir d'entretenir des relations diplomatiques, d'accréditer des missions diplomatiques et d'en recevoir, on ne peut pas déléguer ça à des entités territoriales et infra-étatiques, etc. Donc il y a un certain nombre de compétences de ce genre qui doivent exclusivement demeurer au niveau central. Maintenant, tout ce qui concourt à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général, donc de service public, l'État ne peut pas en assumer absolument au niveau central l'ensemble de ces considérations-là. L'État doit, dans une démarche volontariste, se départir de certaines prérogatives au profit des entités infra-étatiques que la Constitution va absolument identifier. Très bien, docteur Bérété, justement juriste. Je pense que le décor est bien planté. On arrive à la question de la décentralisation. C'est même le thème du débat que nous allons avoir maintenant. Mohamed Mara, pour commencer. Alors, permets-moi cette petite sortie de route, mais tu vas voir qu'elle est intéressante. La décentralisation est le problème de la monopolisation du pouvoir par l'appareil d'État en République de Guinée. D'accord. Ça veut dire que relation, c'est le thème de votre thèse. Décentralisation et monopolisation du pouvoir par l'appareil étatique, c'est vraiment le thème donc de la thèse présentée par Monsieur Bérété en 2007. 2007, 16 ans déjà. Alors, partant de là, parce que vous nous avez beaucoup parlé du pouvoir, et quelle est la relation finalement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre le système décentralisé et puis le pouvoir central, parce que vous parlez de monopolisation du pouvoir. Oui. Moi j'ai même envie de vous demander d'aller plus loin, plus loin que ces aspects de relations. Je veux vous entendre même sur votre regard général réalité sur la décentralisation, son opérabilité en Guinée. D'accord. D'abord, cette thèse a été élaborée dans un contexte bien déterminé. On était encore sous le régime du général Lansana Conté. Donc, j'ai fait une étude rétrospective de la Première République à la Deuxième. J'ai relevé que chaque fois, les constitutions annonçaient absolument une démarche d'aménagement des compétences entre le niveau central et le niveau local, mais que cette annonce n'était pas suivie d'effet. En réalité, l'appareil d'État au niveau central conservait l'essentiel des attributions et annonçait simplement que des compétences sont dévolues aux collectivités décentralisées, qu'ils ont même organisées, mais il n'y avait pas d'effectivité. Et on va venir tout de suite, je vais vous démontrer comment il n'y a pas eu d'effectivité jusqu'au moment où je vous parle, quant à la réalité, la sincérité de la décentration et même de la déconcentration, parce que ce sont deux modes d'organisation qui vont de pair. En effet. Il n'y a pas de décentralisation sans déconcentration. Donc je vais vous expliquer l'ensemble des relations qu'il y a entre l'État et les collectivités infra-étatiques, mais les relations qu'il y a entre les entités décentralisées et les entités déconcentrées au niveau local. Donc cette démarche, cette expression, c'est-à-dire l'annonce
de la décentralisation n'était jamais suivi d'effet. Et derrière cette annonce, il y avait toujours cette tendance récurrente de conserver l'ensemble des compétences au niveau central. Et les entités territoriales infra-étatiques étaient confinées dans un rôle second qui, naturellement, les rendait absolument tributaires de la volonté des autorités centrales. Alors, une anecdote, quand j'ai fini de faire ma thèse, après la soutenance, le président de jury m'a dit, écoutez, vous avez si bien dépeint la situation que le régime en place considérerait que vous lui avez absolument adressé l'ensemble de vos démonstrations en dénonçant l'État qui sont son système d'organisation. Donc vous avez le choix. Si vous voulez, parce que ils m'ont donné l'autorisation entre taire tout ça, ils m'ont donné l'autorisation, parce qu'ils m'avaient donné l'autorisation de publier en l'état. Ils m'ont dit, si vous publiez, vous renoncez à rentrer, en tout cas pendant tout le temps que ce régime sera en place, parce que vous serez une cible. Voilà. Ou vous ne publiez pas, vous gardez, et puis si vous voulez rentrer. Donc je suis rentré, je n'ai pas publié. D'accord. Mohamed Mara me demandait tantôt pourquoi je n'ai pas publié. C'était la raison, en fait. Maintenant, je suis en état de revoir un peu, de faire des petites corrections en vue de l'adapter. Il y a un ministre qui a travaillé sur la décentralisation, Alassane Condé. Oui. C'est avant vous ou après? C'est avant moi. Lui, il a fait son travail avant moi. D'accord. Oui, bien avant. Parce qu'il portait aussi un regard sur la décentralisation. Mais j'imagine qu'il n'est pas allé au vitriol comme vous. Non. Vous savez, M. Condé a eu une approche sociologique, une approche d'économiste. Il n'est pas juriste. D'accord. Bon. Et il a été ministre. C'est vrai qu'il a fait énormément de choses dans la décentralisation. C'est lui qui a été l'initiateur des textes fondateurs de la décentralisation à la République de Guinée, même si ça n'a pas été poursuivi de beaucoup d'effets. Et il a créé les premières collectivités. Finalement, tout le monde s'en arroge la paternité. Moi, je ne sais plus. Non, mais quand on dit décentralisation, c'est à la Condé. Bah oui, mais j'en ai vu deux autres qui m'ont dit les premiers textes de la décentralisation. Et ils sont vivants. C'est moi. J'en ai vu. Ils sont là. Non. Vous voyez bien. Je vous parle avec en toute connaissance de cause. Vraiment, j'étais là. À l'époque, j'étais encore à l'université, à la fac de droit. J'ai vu Alassane travailler sur ces questions-là. D'accord. Bon, je l'aidais. Il sollicitait mon concours en tant que juriste. Juriste publiciste. Je l'appuyais. Je l'appuyais franchement. D'accord. Et il a été l'initiateur des tout premiers textes. D'accord. Voilà, il a été secrétaire d'État à la décentralisation. Et il a été le tout premier secrétaire d'État à la décentralisation quand on a envoyé les ministres importés. Vous savez, en 86. Donc avant 86, il n'y avait pas de décentralisation à proprement parler. Il n'y avait pas de texte. Donc les premiers textes, c'était vraiment lui, le premier secrétaire d'État à la décentralisation qui les a élaborés et qui les a mis en vigueur. Et c'est lui qui a créé les premières collectivités. C'est lui qui a supervisé l'élection des premières communes. En 90. Okay. Voilà. Donc, franchement, il faut le lui reconnaître. Ouais. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais la décentralisation est absolument restée inachevée. Donc, on n'a pas fait beaucoup après lui. Et les donc, malgré les autres pères... Je vais vous dire les limites qu'il y a eu. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Bon, donc, moi, j'ai pris le relais après. Je suis venu, j'ai constaté ces manquements, ou en tout cas ces insuffisances. Il dit, bon, il faut aller de l'avant tout en développant les principes, les grandes orientations que l'État pourrait absolument emprunter pour aller vers vraiment une délocalisation des compétences au niveau local. Donc j'ai posé le problème en termes de réaménagement des compétences entre le niveau central et le niveau local. D'accord. On a pris c'est parti de l'hypothèse selon laquelle on a pris option pour une décentralisation. L'option prise pour la décentralisation a ses implications. Les implications sont la répartition des compétences entre le niveau local et le niveau central et le niveau local. L'État donc doit accepter de se départir de certaines de ses prérogatives. C'est le principe du dessaisissement. Voilà. Donc, et dans le cadre d'un transfert, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de décentralisation sans loi. C'est la loi qui organise la décentralisation. C'est la loi qui organise les collectivités décentralisées, leur organisation, leur mode de fonctionnement et le processus de mise en place de leurs organes, etc. Et puis les attributions qui sont les leurs. Et toute la décentralisation va être articulée essentiellement sur l'autonomie de gestion. Donc, le principe de l'autonomie. L'autonomie financière, l'autonomie organique, l'autonomie décisionnaire.
L'autonomie décisionnelle signifie qu'il y ait une loi qui opère des transferts de compétences. On doit décliner, dire dans le cadre de cette loi-là, quelles sont les compétences que l'État accepte de transférer aux collectivités décentralisées. Alors, de façon absolument limitative. C'est-à-dire, si c'est 20, il énumère les 20 compétences. Si c'est 10, il énumère les 10 compétences. Donc, il se dessaisit de ces compétences-là. Quand on lit actuellement le code des collectivités locales, vous voyez qu'il y a des compétences qui sont... Faut-il une autre loi que celle-là? Non, celle-là. Mais voilà ce qui s'est passé. En réalité, on a annoncé ces compétences. On a annoncé le transfert de ces compétences aux collectivités, mais dans la pratique, il n'y a pas eu de transfert. Ces compétences n'ont pas été transférées. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Ce qui aurait dû être fait. D'abord, je suggère que le transfert ne se fasse pas en vrac. La décentralisation doit nous amener sur un terrain expérimental. C'est comme ça que tous les autres pays ont procédé. Donc, déjà, il y a... Pour les pays les plus avancés en matière de décentralisation, ils sont aujourd'hui à 3 niveaux de décentralisation. Il y a le niveau communal, le niveau départemental qui correspond à nous aux préfectures, il y a le niveau régional. Donc, ce sont ces 3 niveaux de collectivités décentralisées qui existent par exemple en France, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, et tout récemment le Sénégal a limité à 2 en enlevant aux régions le statut de collectivité décentralisée. Bon, donc c'est un recul un peu de la part du Sénégal de ce point de vue. Mais vous l'avez dit, ils tiennent compte de leur réalité. Exactement. Voilà. Donc, nous, est-ce que nous devons nous contenter de limiter la décentralisation à un seul niveau, ou à 2 niveaux, ou à 3 niveaux? À un niveau, pourquoi? Et quelles sont les compétences qu'on pourrait transférer? Si c'est le niveau communal que nous retenons, est-ce que nous pourrons prendre option pour transférer à 2 niveaux, niveau communal, niveau régional en sautant le niveau préfectoral, ou bien niveau régional, niveau communal, niveau préfectoral en laissant le niveau régional. Donc ce sont là encore des grandes options que nous devons opérer. C'est pourquoi le débat est absolument important et pour que tout le monde se prononce sur ces différentes possibilités qu'il y a. Donc on ne doit pas imposer au peuple comme ça, bon, c'est 3 niveaux de décentralisation, c'est 2 niveaux de décentralisation. C'était déjà la volonté exprimée, non? Quand on a commencé avec ces élections communales, on voulait les 3 niveaux parce qu'il était annoncé les conseils régionaux. Et ça, je crois, dans la pratique, c'est un ensemble de maires au niveau de la région qui devraient élire le conseil régional. Bon, non, il n'y a jamais eu de loi sur la régionalisation. Au fait, on a dit ça comme ça, mais c'est pas prévu. Ce n'est prévu par aucun texte. Il n'y a aucun texte qui prévoit. Alors, quand j'étais à l'Assemblée, secrétaire général, et qu'on a introduit le projet de révision du Code des collectivités décentralisées, j'ai fait remarquer, parce que c'était ça aussi le rôle de secrétaire général, j'ai fait remarquer... De 2016-2017 Oui, j'ai fait remarquer que ce code... Il est resté longtemps. Vous étiez là aussi à la première... J'ai fait 8 ans, j'ai fait 8 ans comme secrétaire. Sur le code révisé, oui, on est bien dans... Ah, d'accord, on est bien à l'intérieur. Oui, j'étais là. Donc, j'ai fait remarquer qu'il n'y a que les communes, parce que le code ne cite que en annexe, ne parle que des communes. Il dit, bon, on peut modifier juste une disposition à l'intérieur pour étendre l'ensemble de ces considérations-là à l'autre collectivité qui est prévue par la Constitution. Par contre, la région est prévue par la Constitution comme collectivité décentralisée, mais le texte d'application qui est la loi sur la décentralisation ne l'a pas prise en compte. Il n'y a pas de région, collectivité décentralisée, sans qu'un texte de loi ait prévu expressément. Donc, j'ai conseillé qu'on annexe la liste des régions que nous souhaiterions voir érigées en collectivité décentralisée. Si c'est les régions naturelles ou si c'est les régions administratives, en tout cas que l'on se prononce là-dessus. Ça n'a pas été le cas. Après, j'ai suggéré qu'une loi particulière soit prise parce qu'il n'y a pas de collectivité sans loi. On dit, la Constitution a indiqué que la création, l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales est relève du domaine de la loi. Donc, il y a un interdit, la possibilité de création de nouvelles collectivités décentralisées. Mais lorsqu'on doit y procéder, il faut que ce soit par le biais d'une loi. Donc, j'ai suggéré également qu'une nouvelle loi axée uniquement sur les régions puisse être prise pour être conforme avec les dispositions de la Constitution. Ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les régions fonctionner comme circonscriptions administratives. Quand vous dites que ça n'a pas été le cas, quel argument vous a-t-on opposé? Pourquoi ça n'est pas passé? Bon, et il a été dit que seul le gouvernement pouvait prendre l'initiative en matière d'organisation territoriale. Donc l'initiative de cette loi devait venir du MATD. Du MATD, du gouvernement donc.
savez, la Constitution a prévu que l'initiative des lois appartienne concurremment à l'exécutif et au législatif. Bon, mais il y a certaines lois particulières par rapport auxquelles l'initiative ne peut venir que de l'exécutif. Voilà. Donc l'organisation du territoire, c'est par excellence une question technique et administrative. Donc l'initiative devait venir du gouvernement. Et cette initiative n'est jamais venue. Donc on en est resté là. Les régions ont été annoncées dans la Constitution, et celle de 2010 et celle de 2020 comme collectivité décentralisée, mais elles n'ont jamais été absolument au fait, parce qu'il n'y a pas eu de loi qui est suivie. Ce qu'il nous apprend là, comme si on dit aux Guinéens, ben, on va tout élire, parce que c'est ce qui avait été dit, on va élire les maires, on va élire les conseils régionaux. Il n'y avait pas de loi. Donc comme ça, tout le monde était engagé. Il y avait pas. Seuls les maires pouvaient être élus parce que là, il y avait une loi d'encadrement. Et les politiques même se battaient pour ça. Mais dans tout le branle-bas de 2018 jusqu'en 2019, concernant les conseils régionaux, il n'y avait pas de base légale. Non, il n'y avait pas de base légale. Alors, votre position, parce que... Et les députés le savaient? C'est quoi? Il le savait. Les députés le savaient. Alors, la question que je vous pose à la suite de ce que vous nous apprenez là, moi j'aime bien que vous présentiez souvent des options, que les Guinéens en choisissent celle qui nous conviendrait le mieux. Mais vous, de votre point de vue, est-ce qu'il faut aller à une décentralisation? Est-ce qu'il faut maintenir cette forme que nous avons avec 3 niveaux, ou est-ce qu'il faut opter pour une autre? Quels seraient les avantages de chacune de ces options-là et les implications induites par ces choix? Mais est-ce qu'on a d'abord une décentralisation à 3 niveaux? Non, on n'a pas. On peut dire qu'il n'y a même pas de loi. Théoriquement, on est à 2,5. Oui, théoriquement, les constitutions de 2010 et de 2020 mentionnent 2 niveaux. Le niveau régional, le niveau communal. Mais le niveau régional n'a jamais été une effectivité. Ni sous l'empire de la Constitution de 2010, encore moins sous l'empire de la Constitution de 2020. Non, la région est restée pratiquement... Votre préférence, ce serait quoi? C'est ça aussi l'anomalie qu'il y a dans notre ordonnancement juridique. C'est-à-dire c'est pas suivi, c'est pas bien cohérent, c'est pas bien adapté. Or, quand la Constitution a prévu, il doit immédiatement y avoir des lois subséquentes qui font application des dispositions de la Constitution. D'accord. Voilà, la Constitution. Alors aujourd'hui, les dispositions de la Constitution ne doivent pas rester lettres mortes. Bon, voilà. En termes de décentralisation, moi, ce que je recommande, c'est que nous mettions en place 2 niveaux. 2 niveaux pour le moment. Ça doit être progressif, comme je vous l'ai dit. Il y a certaines compétences qu'on ne peut pas envoyer non plus. Toutes les grandes compétences concernant, par exemple, les... Déjà que celles que nous avons ne sont pas tenues. Ouais. Bon. Les grandes questions de développement économique ne peuvent pas être localisées au niveau des communes. Les communes ont une configuration qui n'est pas à même de pouvoir recevoir ces grandes compétences. Donc, les compétences majeures concernant le développement économique local, on peut les localiser au niveau des régions. Et puis, toutes les autres compétences concernant la fourniture de services publics de base aux populations, directement aux communes. C'est l'eau, c'est l'école, c'est la santé, c'est l'urbanisme, la salubrité, l'assainissement. De manière concrète, voilà. Dans la pratique, si on dit par exemple la commune de Matoto, elle est autonome, le maire doit avoir la responsabilité par exemple de gérer l'école, de gérer la santé, sans se référer par exemple au ministre qui pourrait être au niveau central. C'est quoi concrètement dans la pratique? Comment ça peut se pour le moment, à l'état actuel des choses, ce n'est pas possible parce que la communalisation de Conakry est une fausse communalisation. Oui, c'est une fausse communalisation en ce sens que les services que vous voyez auprès des communes de Conakry, la DCE... Ce sont des services déconcentrés. C'est des services déconcentrés. Placés auprès des collectivités décentralisées. Alors la déconcentration et la décentralisation ne peuvent pas être cumulées. Alors je parle de logique. Comment ça doit se faire? Logiquement, si l'État accepte de transférer, l'État s'en dessaisit. Et ces structures relèvent directement de la compétence du maire. Voilà. C'est pourquoi il doit même y avoir une fonction publique locale. Il semble qu'une loi
aurait été adoptée dans ce sens. C'était avant-hier. Mais voilà, la loi a été adoptée. Parce qu'elle n'a pas été anticipée. Exactement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il ne doit pas y avoir une loi. Voilà. Il faut d'abord procéder vraiment, parce que ça donne la possibilité, comme l'État recrute ses fonctionnaires, ça donne la possibilité aux communes de recruter ses fonctionnaires pour accomplir voilà, au niveau local. Et ils y font carrière. Comme nous faisons carrière dans l'administration centrale. Et c'est une fonction publique qui n'a rien à voir avec la fonction publique d'État. C'est une fonction publique absolument déconnectée et qui est rétribuée sur le budget de la commune. Ils ont leur retraite, ils ont leur pension, etc. comme ceux de l'administration d'État. Mais c'est tout ça, ma préoccupation. Vous me renvoyez à ce que vous aviez dit tout à l'heure. Oui. Vous pensiez que le développement économique local devrait être relégué aux régions? Ça, c'est ça votre proposition. Les grandes questions, par exemple, d'industrialisation, les grandes questions agricoles, etc. Des grandes au niveau local. Au niveau local. Oui, mais relégué où? Qui s'en occupe? Le conseil régional. Le conseil régional. En fait, il faut faire effectivement de la région une collectivité décentralisée. Et en l'érigeant en collectivité décentralisée, la région va avoir ses propres organes, différents des organes de l'État. Il va y avoir un conseil régional dirigé par un président de conseil régional. Mais vous voyez, si vous avez, je veux pousser un peu ça, si vous avez du personnel, donc vous avez fonction publique locale, vous l'avez, donc des techniciens par domaine, vous avez des agents d'appui, des entités d'appui, ça peut être des ONG, et tout ce qui va avec, mais le développement économique au niveau des collectivités, même au plus bas niveau, c'est quelque chose de très faisable. Absolument. Est-ce que ce n'est pas trop de peur, trop de réserve de votre part que de suggérer que ces questions-là soient gérées par les conseils régionaux? Bon, en attendant que les communes aient une capacité managériale, une capacité réelle de gestion de ces grandes questions, on peut les vous voyez la tendance du développement aujourd'hui, c'est d'abord au local. C'est de là que ça part. C'est le sens de ma question. Je comprends. Vous voyez bien que quand il n'y a pas une dynamique locale, le développement échoue souvent. Ce qu'on va faire, on confère aux communes les compétences de droit commun. D'accord. De gestion des services publics de quotidien. Voilà. Et au fur et à mesure que les communes développeront des capacités de gestion de leurs propres affaires, on pourra absolument continuer à leur déléguer, à leur transférer des compétences dans d'autres secteurs. C'est pourquoi, quand ils ont annoncé d'emblée, d'entrée de jeu dans le truc, dans la loi sur la collectivité décentralisée, le nombre de compétences, là, 32 compétences. Pourquoi? Est-ce que les communes sont à même de recevoir à la fois ces 32 compétences maintenant là? Non, il faut aller par étapes. Donc c'est pourquoi, comme c'est la loi, chaque fois qu'on délègue, chaque fois qu'on transfère une compétence, on fait accompagner ce transfert de compétences par le transfert de moyens financiers nécessaires, parce qu'il faut que la commune ait un budget pour faire face effectivement à ces différentes charges, et les compétences techniques, c'est-à-dire le service qui va avec. Par exemple, si vous transférez les compétences relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, il faut carrément déconnecter le service de l'urbanisme des services d'État pour les envoyer au niveau de la commune. Ça devient les services communaux et non plus les services de l'État. Donc l'État doit accepter. Soit il veut transférer ou il ne transfère pas. Donc, mais chaque transfert opéré de compétences doit s'accompagner de mise à disposition des moyens financiers, des moyens humains, des moyens matériels. Ma question, c'est la contrainte. Moi, j'ai un problème. Parce qu'ils ne le font pas. Ça, c'est même le constat. Le principe. Allons sur le principe. Je crois que et inviter l'État à y procéder. Justement. Voilà. Allez-y, Mara. Moi, j'ai un problème et l'auditeur fait bien de nous rappeler, puisque j'ai posé la question hier à professeur Bano. Quel niveau de responsabilité? Vous faites bien de nous dire qu'il y a de ces niveaux que dont vous préconisez l'exercice par les conseils régionaux. Mais en face, ils auront quelle structure de pouvoir déconcentrer en face, et quel lien, quel rapport entre le pouvoir décentralisé et déconcentré? Parce que ça, c'est un gros problème. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Les maires, dans pas mal d'entités, pensent que leur autorité de tutelle, ce sont les sous-préfets ou les préfets carrément. Donc, en réalité, qui font même une partie de leur job sur le terrain. Quelle relation entre les deux entités? Nous parlons par exemple aujourd'hui de maires. Est-ce qu'il faut supprimer les préfets
Ailleurs, ce sont des préfets de police. Chez nous, c'est des préfets administratifs. Est-ce qu'il faut supprimer les gouverneurs, tout simplement, pour laisser plein pouvoir donc, sur dans ces domaines-là, aux conseils régionaux? Ok. Quelle relation? Voilà. Donc, quand l'État a décidé de se dessaisir d'un service public pour le transférer à une collectivité décentralisée, l'État n'en garde plus les structures à son niveau. L'État, dans la loi, les gens ont mal appliqué la loi elle-même, parce que la loi annonce non plus le contrôle de tutelle, mais un contrôle de légalité. Le contrôle de légalité signifie que les autorités déconcentrées qui représentent l'État ne doivent être confinées que dans des missions de veille. En tout cas, pour l'ensemble des attributions dévolues aux collectivités locales. Est-ce que les compétences transférées au titre d'une loi aux collectivités locales, est-ce qu'elles sont assumées, exercées par les autorités locales de la manière dont la loi... Conformément à la loi. Exactement. Donc, ils sont confinés dans un contrôle de légalité. Point barre. Et ce n'est plus la tutelle. Mais maintenant, je pense que le problème, c'est pas seulement le pouvoir central. Attendez. Parlons des principes d'abord. Après, parlons de la réalité. La réalité est tout autre. Bon, les gens agissent effectivement, continuent à travailler comme si on est dans un régime de tutelle. Non, le contrôle de tutelle signifie que l'autorité déconcentrée surveille l'autorité décentralisée et donne même son avis. Même valide. Exactement. C'est ça la tutelle. Mais on est sorti de la tutelle. On est passé de la tutelle à la légalité. La légalité vous confine simplement dans une mission de veille, dans un rôle de contrôle de conformité des actes posés par les autorités décentralisées par rapport aux lois de la décentralisation qui leur transfèrent les compétences dont ils ont la charge d'accomplir. Voilà. C'est ça leur rôle. Et s'ils relèvent un décalage, naturellement, et ils interpellent l'autorité concernée. C'est leur droit. Ils doivent l'interpeller. Peut-être c'est par ignorance, c'est peut-être par omission, c'est peut-être par erreur. Ou par abus de la part de ceux qui exercent l'autorité. Jacques, ta question, parce que je pense que tu avais une question tout à l'heure qui pourrait nous permettre de vous voir vous exprimer sur ce sujet-là. Moi, j'ai dit, est-ce que le problème même, ce n'est pas leur présence aux côtés de ces collectivités? Les préfets, par exemple. Bon, vous savez... Est-ce qu'on en a besoin? Voilà. On en a besoin, mais confiné dans une mission simplement de veille, dans un rôle de surveillance. C'est ça. En France, par exemple, quand vous prenez au Mali, au Sénégal, les préfets, ils continuent à exister. Mais ils veillent à quel titre? Ils représentent... Vous parlez de contrôle de légalité. De légalité. Donc c'est par rapport à la conformité. Oui. Mais ça leur donne quand même un certain ascendant. C'est ça. Non. C'est ça le souci. S'ils peuvent interpeller le maire pour lui dire... S'ils interpellent le maire pour lui dire, écoute là, tu te gourres là, tu devrais plutôt aller dans ce sens-là. Moi, je pose quand même ce principe de la libre administration des collectivités. Oui, ça n'entrave pas la libre administration, mais on ne peut pas laisser les collectivités locales aussi. Ce n'est pas une liberté totale, ce n'est pas une indépendance totale non plus. On est dans le cadre d'un État unitaire et l'État doit continuer à avoir un droit de regard sur l'ensemble des activités menées par les collectivités décentralisées. Et si ça se faisait périodiquement? Sauf que... Attendez, j'ai pas fini. Attendez. Je voulais juste... Vous allez terminer. Et si ça se faisait périodiquement de missions de contrôle qui émaneraient justement du pouvoir central, donc du département, à partir par exemple d'allocations. On vient vérifier ceci ou cela en fonction des allocations. Non, il faut vraiment une présence permanente, de la représentation de l'autorité centrale en milieu local. Et, ils ont d'autres missions, c'est de remonter à l'autorité centrale aussi un certain nombre d'informations relatives à sécuritaire, parce que l'État ne transfère pas toutes les compétences aux collectivités locales. Il y en a d'autres qui restent dans son giron et dont l'application se fait sur le terrain, en milieu local. Et donc, les autorités déconcentrées s'occupent justement de cet autre volet. Ça y est, non pas qu'à s'occuper que du contrôle des collectivités locales. Non, il y a d'autres tâches, d'autres missions qu'ils accomplissent au titre de l'administration centrale. D'accord. Voilà. Donc, finalement... La libre administration n'est pas du tout entravée
Seulement, vous, dans votre position, on garde les préfets, mais on diminue leur pouvoir. On diminue leur pouvoir vis-à-vis des préfets. C'est pas une tutelle. Ils n'ont pas approuvé ou désapprouvé. Ils doivent simplement regarder, constater si le maire ou son organe, son délibérant, c'est-à-dire le conseil communal ou le conseil régional, sont défaillants par rapport à leurs obligations de légalité. Sauf qu'il y a plutôt un rapport de subordination. Non, justement, ça n'implique pas. Non, ça c'est une subordination de fait. Il n'y a pas de droit. C'est pourquoi il faut, osons le dire maintenant, vous savez, dans tous ces autres pays, on n'improvise pas les administrateurs territoriaux. Les administrateurs territoriaux sont formés dans les écoles nationales. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Le problème n'est peut-être même pas la loi ou la structure actuelle. Le problème, c'est peut-être eux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on a beau avoir des textes bien ficelés, quoi qu'ils ne le sont pas encore, de toute la façon, je viens de vous en relever certaines insuffisances, mais même si on venait à résorber ces insuffisances-là, si on n'a pas les bonnes personnes pour les appliquer, naturellement, il y aura toujours des failles. Alors, il n'y a qu'en Guinée où, depuis l'indépendance, jusqu'à nos jours, nous continuons à improviser. Les administrateurs territoriaux, ils ne sont pas formés pour. Voilà. Bien. Docteur Berete, ça va être la toute dernière question parce que Aïssa Toussané est déjà là. C'est bien en lien aussi avec la démographie, avec la population. Oui. On a par exemple une préfecture qui compte telle population, et une sous-préfecture qui compte plus de population, plus d'habitants que la préfecture. Oui. Bon, là, la loi règle. La Constitution détermine, conformément à l'organisation administrative pour laquelle nous avons pris option, que l'organisation, la création, l'organisation, le fonctionnement des collectivités locales relève du domaine de la loi. Donc l'État peut en créer autant que nécessaire. Autant que nécessaire. De même, les circonscriptions administratives, leur organisation, leur création, leur fonctionnement relèvent du domaine du pouvoir réglementaire, donc du pouvoir décrétal du président de la République. Donc le découpage en sous-préfecture, en préfecture ou l'érection de certaines préfectures, compte tenu de cette dimension dont vous parlez, en préfecture, relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République et de son administration. Voilà. Parfait. Merci, docteur. Et je voulais juste dire un mot, allez-y, rapidement. parce que vous avez parlé tout de suite d'interconnexion entre la décentralisation et la déconcentration. Quelle relation, exactement. Naturellement, il n'y a pas de hiérarchie, donc c'est formel, c'est la légalité implique simplement qu'il contrôle, qu'il vérifie est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est pas conforme et dénonce. Et au cas où il y a un abus, il y a un manquement à la loi, ils peuvent déférer devant le juge pour excès de pouvoir. D'accord. Et l'administration ne peut à ce moment appliquer que la décision que le juge de l'excès de pouvoir adopterait à l'intention de la commune. Parfait. À l'intention des organes communaux, des organes de consentement. Donc pas de hiérarchie, il n'y a que ce pouvoir de contrôle. Mais il y a un autre problème qui demeure au niveau de l'administration territoriale, c'est que il paraît qu'il y a un décret qui a été récemment signé pour préciser un peu le rôle, les missions des préfets, des gouverneurs. Bon. Et il y a même un directeur préfectoral de l'administration du territoire qui un poste nouveau comme ça. Peut-être que c'est des choses qu'on pourrait être amené à revoir parce que l'ensemble des circonscriptions administratives n'ont pas été concernées non plus par ce décret-là. La sous-préfecture est une circonscription administrative. En effet. Elle n'en fait nullement cas. Et la région est présumée être collectivité locale. On l'organise comme circonscription administrative. Là, il y a problème. On s'en mêle les pinceaux. Voilà, exactement. Donc, c'est des choses sur lesquelles on devrait absolument revenir et repréciser davantage les rôles et missions du gouverneur, du préfet. En tant que gouverneur, quelles sont ses missions? En tant que préfet, quelles sont ses missions? En tant que sous-préfet, quelles sont ses missions? Quelles sont les relations de hiérarchie? Là, il y a une subordination entre l'autorité représentative du chef de l'État, de l'exécutif jusqu'au sous-préfet. Parfait. Là, c'est la hiérarchie. Parfait. Ce qu'on va faire, on va muer notre plateau un de ces jours en panel, justement, pour avoir plusieurs spécialités autour de ces questions constitutionnelles-là, pour mieux étayer le propos et éclairer la lanterne de nos auditeurs. Aïssa Toussané, le mur, c'est qui? Il faut activer le micro. Pardon, pardon, ça m'a complètement échappé. Alors le mur du jour il a pris 6 murs carrément. Et c'est Jacques Léo Leno. Jacques. En face, oui, pour une première justement, ça m'a surpris. Tu nous as tapé. Il prend pour une première fois, mais en grosse quantité. Méfiez-vous des derniers. Hein. Oui. Quand ils se réveillent. Le record.
records. tous les Il a records. battu l'ensemble. Oui. Il a battu l'ensemble de mes tes suffrages de la semaine. Bien sûr. D'accord. Et Mara, on a eu combien? Je n'ai pas de Mara, je n'ai eu que Daouda et Jacques Daouda n'a eu 4. Non, là on comprend. Ils ont tout bouffé à Gekelou là-bas. Merci mon cher ami, merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Merci les gars de l'accompagnement. À la régie, merci également, merci à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Justement, les grandes gueules vont se poursuivre demain. Demain, nous aurons Bad. Il est bad, mais il est bon. Il sera notre invité, on parlera du spectacle Slammer les femmes. Il veut slammer les femmes. Restez donc avec nous en compagnie de nos programmes. Ils se poursuivent et vous le savez, les meilleurs c'est ici.